Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, l'espace d'un bref podcast, j'aimerais revenir sur la suite d'une œuvre qu'on a déjà traitée sur la chaîne, et période Halloween oblige, je me disais que ça pouvait être bien de parler donc de cette suite de Terrifier de Damien Leone, Terrifier 2, évidemment sobrement intitulé de la sorte. Terrifier, j'en avais parlé déjà, hein, c'est un film qui fonctionnait très bien, notamment à l'aune de son croque-mitaine, de son boogeyman, qui est Art le Clown, que Damien Leone avait déjà mis en scène dans son premier film, qui était un film à sketch, qui était d'ailleurs au demeurant pas ouf, mais pour le coup il y avait ce personnage donc de Art le Clown qui émanait de l'ensemble, qui ressortait de l'ensemble, et dont il apparaissait très intéressant qu'on en fasse un film dans son intégralité sur ce personnage-là, autour de ce personnage-là, qui soit organisé autour de cela. Damien Leone lui vient des maquillages prosthétiques, c'est un spécialiste des maquillages prosthétiques, et c'est ça qui faisait aussi tout le sel, si je puis dire, du premier Terrifier, puisque c'est très gore, c'est fait avec beaucoup d'amour et un vrai savoir-faire artisanal, et puis Damien Leone, finalement, en tant que metteur en scène, c'est pas un grand metteur en scène, mais il sait mettre en valeur les effets spéciaux, et ça c'était très chouette. Et c'est d'autant plus chouette, évidemment, que le personnage de Art le Clown, ça lui permettait d'avoir un énorme terrain de jeu, pour le coup, sur 1h30, et c'est un personnage qui est chouette parce qu'il a donné, et ça je trouve que c'est très intelligent de sa part, une vraie personnalité à ce boogeyman. Moi je trouve que c'est un des figures de clown maléfiques, je veux dire, les plus terrifiants pour moi d'histoire de cinéma, parce qu'il convoque tout un pan du cinéma muet notamment, puisque le personnage, je mettrai le lien en description, hein, mais ce que je trouve chouette, c'est qu'il crée de l'inquiétant étranger, quelque chose qui a de l'ordre de l'Uncanny Valley, c'est que c'est un personnage qui ne parle pas, c'est-à-dire qu'il s'exprime par pantomime, mais rien ne sort de sa bouche, donc quand il rigole, quand il crie, il n'y a rien qui sort, c'est joué fondamentalement sur nos attentes, hein. Nous on s'attendrait à ce qu'il y ait quelque chose, un son qui sorte, mais on dirait finalement que c'est un personnage qui a été extirpé, qui a été retiré, et c'est en ça qu'il y a toute son essence fantastique qui se révèle, qui a été retiré d'un film muet, et qui a été collé dans le monde de la réalité véritable, et c'est vraiment très très étrange, ça crée quelque chose, il y a une sorte d'aura autour de cette créature que je trouve assez fascinante, et puis il y a ce visuel aussi, qui ramène de fait au cinéma muet parce qu'il est noir et blanc, et puis ce qui va graphiquement être très intéressant évidemment quand mais c'est relativement simple hein, si vous voulez, mais quand le sang va allègrement gicler sur les parties blanches de son costume, ça va davantage ressortir. Et puis il y a ce sourire très carnassier qui ramène à L'Homme qui rit, au film de 1928 de Paul Dany, donc il y a quelque chose qui fait que cette créature a quelque chose de graphiquement très très forte, et il y a quelque chose qui émane derrière, parce que dans le premier Terrifier, la seconde partie, hein, qui était un huis clos dans un vieux bâtiment abandonné, il y avait plein de sortes de trucs étranges. Alors, je suis pas sûr que ce soit volontaire, pensé, anticipé par Damien Leone, je suis pas certain, moi je pense qu'il voulait faire du bizarre pour faire du bizarre, mais n'empêche que ça crée une sorte d'étrangeté derrière tout ça, qui peut-être à l'avenir allait mener vers quelque chose de plus fantastique. Et effectivement, dans Terrifier 2, il y a tout un développement autour de ça. Vous voyez, il y a des séquences, moi je pense aux habitants un peu étranges de ce bâtiment dans le premier Terrifier, il y avait cette femme notamment avec sa poupée, qui se baladait avec elle comme si c'était son nouveau-né, et ça faisait quelque chose de très étrange. Il y avait la scène pour le coup où elle prenait dans ses bras, elle câlinait le personnage de Art le Clown, qui jouait quasiment le bébé. Il y avait ce moment où il s'habillait de la peau d'un des autres personnages qui se mettait à danser comme une pin-up. Ça faisait des sortes c'était très étrange parce que ça distillait un peu ça et là dans le récit, ça faisait des sortes de poses un peu bizarres, un peu malaisantes et dérangeantes, qui je pense étaient là juste pour créer du malaise et du dérangement. Ce pour le coup va un peu radicalement changer le second, mais j'y reviendrai après, mais qui en même temps tissait quelque chose, donnait l'impression d'une sorte d'émanation un peu fantastique, un peu ésotérique du personnage de Art le Clown. Mais ça, on va y revenir. Donc pour le coup, là on arrive dans le deuxième opus. Alors pour en faire un résumé très très simple, je vous dis hein, normalement ce sera très court, je vais éviter de faire de zones spoilers, c'est juste pour vous intimer à le découvrir. Et puis Halloween, j'avais envie de parler d'un film d'Halloween que j'ai trouvé pour le coup très intéressant. On suit pour le coup Art le Clown comme il était à la toute fin du premier, je rappelle, alors je vais être obligé un petit peu de spoiler la fin évidemment du premier Terrifier pour parler de Terrifier 2, pardon. Il y a quand même au tout début, à la toute fin pardon du premier Terrifier, Art le Clown se mangeait une balle dans l'œil, jusqu'alors en fait, il perdait son œil jusqu'alors et il semblait mourir en tout cas, on le ramenait à la morgue, et à la morgue il se réveillait. Donc à partir de ce moment-là, là où on pensait jusqu'alors que c'était un tueur de chair et de sang, on le voyait au tout début, hein, dans le générique du premier Terrifier, on voyait un homme se maquiller, mettre son costume, là soudainement il y a quelque chose de fantastique qui se pose. Et donc là on arrive vraiment dans cette séquence-là, où on fait un lien, on tisse un lien direct avec le premier. Art se réveille et va assassiner de manière particulièrement brutale, comme d'habitude évidemment, pour le coup ici le médecin légiste. Et à partir de là, on va voir pour le coup évoluer, partir de la morgue, aller dans une laverie pour nettoyer son costume, qui est évidemment
complètement couvert du sang des victimes du précédent film. Là pour le coup on va découvrir un nouvel élément au passage sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard, et ensuite on bascule le Halloween suivant, et on suit donc un frère et une sœur, 2 ados, qui ont une histoire familiale assez tragique. Ils vivent avec leur mère, leur père est décédé. Alors, on sait pas au début de quoi exactement, on sait qu'ils dessinaient notamment de la BD, ce qui est posé assez vite puisqu'on découvre ses carnets, et la nuit d'Halloween se prépare pour le coup, et ces 2 ados, alors l'un, le plus jeune, est vraiment dans une démarche de deuil, n'arrive pas à se faire globalement dans la famille, avec la mère non plus c'est très très compliqué, et le plus jeune des deux, donc le jeune garçon, lui est fasciné par le personnage de Art le Clown et par la tuerie du précédent Halloween, et pour le coup il veut s'habiller comme Art le Clown à cet Halloween là. Il y a une fascination pour les tueurs en série, pour tout ça, qui fait que sa mère s'inquiète énormément. Et sa fille, elle prépare pour le coup, la grande sœur, son costume, et qui elle fait écho à un des derniers dessins un peu étranges qu'a fait son père, d'une sorte d'héroïne avec des ailes d'ange. Et voilà, on n'en saura pas plus, j'en dis pas plus en tout cas pour le moment. Mais en tout cas, ce qui semble au fur et à mesure se tisser, c'est que ce père, avant de mourir, avait vu certaines choses qui vont justement mener progressivement au dénouement, si je puis dire, du récit de ce Terrifier 2, pour rester très très flou. Donc comment fonctionne cette suite ? Elle fonctionne très bien. Alors, il y a un souci, on va tout de suite évacuer, si je puis dire, les problèmes du film, parce qu'il y en a quand même, c'est-à-dire que le film dure 2h18. L'idée c'est qu'on a vraiment ce côté bigger than life, on en fait toujours plus, alors c'est beaucoup plus gore, beaucoup plus graphique. Il y a un step-up en termes, déjà que les maquillages, les effets prosthétiques, les effets pratiques étaient géniaux déjà dans le premier. Là, c'est encore un cran au-dessus. Encore une fois, on sent que Damien Leone sait ce qu'il fait et sait s'entourer, bien s'entourer, et qu'il sait filmer ça. Il sait filmer tous ces effets-là. Ça crée des séquences de gore absolument géniales, qui sont tour à tour extrêmement brutales et particulièrement dérangeantes et malsaines, et en même temps il y a ces émergences, ces petits moments où on émaille d'humour. Je trouve que c'était déjà le cas dans le premier, puisque le personnage de Art le Clown, avec ce côté pantomime, etc., il y a quelque chose de très grotesque aussi qui joue, d'assez drôle aussi, qui fonctionne. Alors, il y a 2-3 gags dans le film, moi je vous en cite juste un au début, moi que je trouve assez marrant, et qui est vraiment posé. C'est pour ça que je trouve qu'il y a une bonne gestion de l'humour noir au milieu d'une séquence extrêmement brutale. Quand il tue le médecin légiste, il finit par lui éclater le crâne et il lui arrache l'œil. Et comme lui a perdu un œil à la fin du premier Terrifier, il va essayer de se le refoutre dans son orbite. Et puis là, il y a un regard caméra où il regarde avec son grand sourire comme d'habitude, très carnassier, sans son, hein, sans émettre rien du tout, avec son œil, à essayer de le faire rentrer, mais on voit que l'œil est à moitié exorbité, que ça fonctionne pas. Bref, ça crée une sorte de truc. Il y a un peu plus tard le meurtre particulièrement sauvage d'une des amies de l'héroïne. Et il y a toute une séquence où il est dans la maison, les enfants sonnent à la porte pour pouvoir réclamer des bonbons, et il va leur servir des bonbons. Je reste très très fou là-dessus. Et il y a un truc avec la tête d'un des personnages de la maison qui vient d'assassiner, qui vient d'assassiner très brutalement, et que je trouve assez drôle aussi. Donc il y a plein de petits moments où c'est émaillé d'humour noir, plutôt bien senti, assez savoureux, et je trouve que ça marche très bien. Alors ça reste très bourrin hein, quand même, mais ça fonctionne assez bien. Donc on va suivre pour le coup dans un premier temps, c'est le personnage de Art le Clown. On a toujours cette séquence où, exactement comme dans le premier d'ailleurs, l'héroïne, puisque c'est elle qui va sortir principalement comme étant la protagoniste, va se retrouver confrontée à Art le Clown dans un cadre particulier. Lui va essayer de la faire rire, etc. Où il va jouer vraiment le mime, et ça c'est super rigolo comme d'habitude, c'est en même temps extrêmement dérangeant. Il y a ce truc là qui fonctionne, qui fait que cette émanation du mal qu'est Art le Clown fonctionne très bien, parce qu'il est vraiment là pour le coup. La coulrophobie fonctionne très bien. Il y a quelque chose de très enfantin. D'ailleurs il y a une séquence dans le film au tout début de cauchemar qui est très enfantine, et on va pervertir toute une imagerie d'enfance avec une sorte de show télé pour enfants avec une petite chansonnette très enfantine en fond, une comptine, et Art le Clown qui va rentrer là-dedans, qui va venir dynamiter le truc. C'est vraiment très très chouette. Il y a plein de moments comme ça. Alors évidemment, ce que j'ai, c'est le problème, c'est tout cet acte d'exposition qui est à mon avis un petit peu trop bavard. Je disais, ça dure 2h18, et je pense que le problème, les seuls instants où ça pose souci, c'est dans les tunnels de dialogue début. C'est-à-dire que pour moi, encore une fois, Damien Leone n'est pas un grand metteur en scène. Il sait par contre très bien filmer les effets pratiques, mais il a des difficultés, je pense, en termes d'écriture. Il n'y a pas cette notion chez Damien Leone d'implicite à proprement parler. C'est-à-dire que, en tout cas pour ce qui est très terre à terre, ce qui est de l'ordre de la tragédie qu'ont vécu les personnages, on a vraiment des tunnels de dialogue, je trouve, au début, qui sont un peu lourdingues, un peu appuyés, un peu surlignés, et ça fait que le début vraiment est assez laborieux. C'est très paradoxal, parce qu'à terme finalement toute la partie qui est très implicite, très très suggérée, qui est vraiment laissée à la pression du spectateur, qui est tout ce fond fantastique. Alors
avec une symbolique aussi qui est assez appuyée, qui est pas très subtile, mais tout ce fantastique et tout ce qu'il y a de mystérieux autour de Art le Clown fonctionne très bien. Alors évidemment, je pense qu'il a voulu vraiment en travailler, il l'avait d'ailleurs très bien posé, il voulait quelque chose de plus ambitieux, et c'est beaucoup plus ambitieux, sans qu'il y ait aucune prétention, mais je pense que voilà, il a voulu beaucoup développer ces deux protagonistes qui fonctionnent. Finalement, je trouve que la manière dont il les iconise au fur et à mesure, parce que l'idée c'est qu'à la fin, quand même, il y a quand même cette dimension un petit peu épique qui se pose. Alors c'est aussi le problème fil de la fin, c'est que la fin, sans vous la spoiler du tout, hein, mais elle veut aller vers quelque chose d'épique. Sauf que, encore une fois, n'étant pas un grand metteur en scène, il a du mal à poser cette ampleur épique à l'image. Donc ce qui fait que, à défaut de ça, pour essayer justement de contrebalancer, il va faire une fin qui est longue et laborieuse aussi, où il a du mal à clore la chose en fait. Il a envie de susciter l'épique, un certain souffle épique, mais il n'arrive pas vraiment, donc il rallonge, plutôt que d'arriver à avoir de l'ampleur de mise en scène. Moi, je pense que c'est l'ampleur de mise en scène qui fait ça, c'est l'ampleur du cadre, c'est l'ampleur de ce que tu veux susciter par tout ça, et il a du mal à le faire. Donc il fait ça un peu à rallonge, donc le face-à-face classique du slasher final, mais un petit peu, il se délaye un peu trop en fait. Donc, mais voilà, c'est quand même intéressant. Donc pour revenir à ça, je trouve que de toute façon, la manière dont il a de poser ses personnages, notamment ces deux protagonistes, cette frère et cette sœur, c'est finalement assez légitime, parce que l'idée derrière, un petit peu comme dans le premier, hein, c'était quand même de trouver un contrepoight au Boogeyman, parce qu'il est suffisamment puissant, j'entends en termes de tout ce qu'il véhicule, et puis de graphiquement aussi, de ce qu'il est en tant qu'émanation graphique. Je trouve qu'il y a, et puis là pour le coup il creuse davantage, puis il nous plonge à plusieurs moments dans son point de vue, mais j'y reviendrai après. Et pour le coup, je trouve que voilà, il pose quand même ce truc-là bien. Après, ce qui est d'autant plus paradoxal et qui crée vraiment une sorte de déséquilibre, c'est qu'à côté de ça, tous les personnages qui sont autour sont purement de la chair à canon. Donc il y a ce côté laborieux de certains personnages où on veut creuser davantage, et en même temps à côté, on sent qu'on est quand même dans du slasher, ce qui n'est pas pour me déplaire, hein, très bas du front sur plein de points, où les personnages sont vraiment esquissés juste pour pouvoir crever, ils sont juste là pour crever, hein, fondamentalement. Mais, à côté de ça, il arrive à créer de l'empathie pour ces deux protagonistes. Alors c'était le cas de l'héroïne du premier, hein, que je trouvais était assez touchante en fait, et ça fonctionnait, t'avais envie d'aller jusqu'au bout avec elle. Là, ces deux personnages fonctionnent bien, et la relation entre les deux est très bien aussi gérée, je trouve. Même si les acteurs sont pas exceptionnels, je trouve que ça marche très bien. Et pour le coup, voilà, il y a tout ce côté, tout ce qu'il veut poser autour, en fait, qui est vraiment laborieux, la mère notamment, les deux amis de l'héroïne, tout ça, c'est un peu compliqué, ce qui se passe dans le lycée, dans le collège, où est le petit frère, c'est vraiment laborieux, et c'est pas forcément toujours utile. Ceci étant dit, voilà, au-delà de ça, de cette écriture-là, moi ce que j'aime bien, c'est tout ce qu'il fait autour en fait de Art le Clown, tout ce qu'il va développer autour. Il y a ce personnage, et alors là on commence à rentrer dans des micro-spoils, parce que c'est quelque chose qui arrive très vite, ça arrive dans les 5 premières minutes, mais Art le Clown voit cette petite fille qui est maquillée exactement comme lui, et qui semble le guider un petit peu dans ses actes meurtriers, à la suite de son réveil, qu'on pourrait interpréter comme une sorte d'émanation un peu démoniaque. Moi ça me fait bien penser à ce qu'on a dans le génial Halloween 2 de Rob Zombie, avec la mère de Myers habillée avec cette grande robe blanche et ce cheval, et qui va amener en fait à Myers à se déplacer, je puis dire, à avancer, et puis qui va le pousser à tuer. Et là pour le coup on a exactement la même chose, et ce qui est intéressant, c'est que ça crée vraiment de l'inquiétant. Quand je dis, on joue vraiment sur des ressorts purement fantastiques, avec cette idée de passer d'un point de vue à un autre. On est tour à tour en fait dans le point de vue des protagonistes extérieurs à Art le Clown, et dans le point de vue de Art le Clown aussi, ce qui crée vraiment cette dissension qui est vraiment chouette et qui marche bien aussi, qui fait que nous aussi on a cette pose du doute en fait. Je vais pas dire qu'il là-dessus il y a une sorte de grande évocation todorovienne, mais il y a quand même ce truc de l'hésitation qui fonctionne bien. On sait pas vraiment ce qu'il en est, on sait pas vraiment sur quel pied danser, s'il est fantastique, s'il est simplement fou. Alors on sait évidemment qu'il semble ressusciter, en tout cas à la fin du premier, ce qui est confirmé dans le deuxième évidemment, mais je trouve que cette créature là en plus qui graphiquement fonctionne très bien, le fait de reprendre exactement le maquillage de Art le Clown et son accoutrement global, son costume, et de le foutre sur une petite fille, ça fonctionne très bien, qui a le même sourire avec ses dents très noires, très sombres, et qui semble tout aussi sorti d'un film mais ça fonctionne très bien. Et puis c'est quelque chose qui va être filé tout au long du film évidemment, qui va avoir un écho chez les deux personnages principaux. Donc ça fonctionne très bien, et c'est là où le film en fait arrive, et c'est là où je trouve qu'il est pour le coup réussi, vraiment intéressant. C'est qu'il apporte quelque chose en plus, c'est-à-dire qu'il ouvre un petit peu plus l'univers qui est proposé, cet humble petit univers qui est proposé, cette humble petite mythologie si je puis dire, pour prendre un grand mot, mais voilà, il l'éclaire un petit peu plus, il l'étoffe un petit peu plus, tout en laissant, et c'est là où l'implicite fonctionne très bien, beaucoup de zones d'ombre, qui fait que toi, spectateur, t'as beaucoup à interpréter. Moi je trouve que ces genres de films, moi j'aime bien à la fin, c'est déjà le cas du premier, avec tous ces petits éléments, ces
petites fulgurances d'étrangeté, de mystère, bah toi t'as qu'une seule envie, c'est d'aller travailler un peu plus, d'aller travailler ton imaginaire et d'aller explorer cet univers-là, cette diégèse qui est pour le coup vraiment intrigante et aussi très attachante. Parce que c'est un truc moi que je trouve très très bien dans le film, ça qui me plaît beaucoup, c'est son côté où c'est un film très touchant. Je trouve que la démarche de Damien Leone est vraiment attachante. Ça peut paraître très très paradoxal, très très étrange peut-être de ma part d'utiliser ces mots-là, parce que le film est, vous le verrez quand même, vous le découvrirez, très très brutal, très très violent. C'est pour ça que c'est typiquement un film de niche, hein. C'est un film qui est vraiment fait pour les fantasticophiles, les fantasticophages, les vrais adeptes de cinéma gore particulièrement radical, avec ces émergences de torture porn, hein, parce que vous avez des séquences, je pense notamment à une séquence centrale d'une des amis de l'héroïne qui se fait massacrer de manière particulièrement craspec et de manière encore une fois très très réussie en termes d'effets pratiques. Le film est vraiment dégueulasse, alors de là à voir si je puis dire les phénomènes d'hystérie qu'il y a pu y avoir dans les salles américaines, parce que le film marche très très bien aux États-Unis, hein, c'est 300 000 $ il me semble à peu près le budget, ce qui est un très petit budget, mais fait avec un vrai savoir-faire et une vraie envie. Et je crois qu'il est à 5 millions 3 je crois actuellement, après 2-3 week-ends d'exploitation, donc le film marche vraiment bien, hein, il rapporte bien, donc ça laisse augurer d'une suite, hein, parce que je tiens vraiment à le poser, il y a une séquence post-générique comme dans le premier d'ailleurs, qui arrive après le premier pan en tout cas du générique, et qui amène à d'autres choses et qui pose encore d'autres zones d'ombre très très chouettes et qui essaie d'un petit peu creuser l'aspect purement fantastique de l'œuvre. Donc voilà, c'est un film de niche, mais quand vous allez y aller, voilà, faut quand même savoir que c'est vraiment hardcore, ça fait vraiment plaisir, on est vraiment dans des pures images de grands guignols. Alors le film est beaucoup moins dérangeant que le premier, moi je trouve que le premier a quelque chose de très dérangeant parce qu'il y a une ambiance très oppressante, presque onirique à certains moments et cauchemardesque. Là vous avez des émanations assez cauchemardesques aussi, mais il y a quelque chose de beaucoup plus festif. Alors on est Halloween, peut-être que ça joue ça là-dessus, il y a toujours dans les séquences goraces un contrepan d'humour noir qui fait que ça allège un petit peu l'ensemble, ce qui n'était pas vraiment le cas dans le premier où il y a vraiment des trucs où on te laissait comme ça et t'avais ces gros accès de violence extrêmement graphiques et avec des trucs assez dérangeants, notamment des trucs un peu sexuels, un peu bizarres. Là il n'y a pas du tout ça en fait, le film est un peu expurgé de tout ça, donc il est moins dérangeant, il est plus festif je trouve. Je disais que c'est un film de niche, mais je trouve qu'il est plus grand public dans une certaine mesure, mais je pense que voilà, Damien Leone a voulu un petit peu ouvrir la chose en fait. Comme il ouvre le pan un peu le pan fantastique, mythologique, qu'il essaie d'étoffer sa diégèse, je pense qu'il ouvre à un plus large public aussi. Le film est, même je trouve qu'en termes d'identification au personnage en fait, c'est peut-être plus simple aussi dans celui-ci. Donc je trouve que là, il y a quelque chose qui fonctionne très très bien dans ce Terrifier 2. Il y a quelque chose qui est en mutation et il y a cette promesse d'autre chose derrière qui me donne très très envie de le découvrir. Donc le film est moins dérangeant, certes, et paradoxalement il est beaucoup plus graphique, il se fait beaucoup plus plaisir et il se lâche beaucoup plus, mais ça permet de basculer vraiment dans une sorte de grotesque, d'exagération totale qui fait extrêmement plaisir et qui fait que voilà, je pense que le film est plus facile d'accès peut-être que le premier. Donc Terrifier 2, pour moi, encore une fois, c'est du tout bon, c'est comme l'original, ça reste très sympathique, c'est pas un grand film, n'allez pas chercher, c'est pas un grand film de mise en scène, encore une fois je dis qu'il y a un problème d'ampleur à terme en fait, je trouve quand le réalisateur veut vraiment ouvrir et partir vers quelque chose qui aurait proportion à être de l'épique. C'est juste ces petits moments là qui sont un petit peu dommageables, mais en tant que tel, et puis bon, cette introduction, cette exposition qui est un peu laborieuse. Et puis j'ajoute aussi, il y a peut-être des petits éléments, il y a des sortes de trucs un peu étranges parfois aussi, qui semblent des sortes d'enjeux qui ont un peu avorté en fait, et qui mènent nulle part en fait, donc c'est un peu bizarre. Mais je pense que c'est un film qui est très généreux, qui a envie de faire plein de choses, qui a envie de poser une vraie richesse, qui a des ambitions, mais qui n'a pas forcément toujours les moyens de ses ambitions aussi, et puis qui en termes de pure capacité d'écriture en fait, où on sent que des fois voilà, il y a des choses qui sont un peu laissées sur le bas-côté, un peu étrangement, mais tout ça est contrebalancé par une vraie générosité, par un vrai amour du gore, par une vraie envie de faire plaisir aux fans de gore, aux fans de maquillage dégueulasse, aux fans de fantastique aussi, avec cette ambition à vouloir poser des choses et de manière très implicite de ne pas les rationaliser, de créer une sorte de rationalité rationnelle, je puis dire d'éléments un petit peu logiques dans ce système un peu illogique et fantastique. Et je trouve que ça marche très bien, ça crée d'inquiétantes tranchetés, ça crée quelque chose de vraiment bizarre. Tout ça en plus au passage est vraiment très très bien soutenu par la photo qui est très 80s, qui fonctionne très bien. Alors le film est très très référencé, très très référentiel, très rétro d'ailleurs, hein, ce référentiel est très très rétro, et ça j'aime bien. Bon évidemment ça ramène à tout ce qui est diffusé sur les télés américaines,
pendant les fêtes d'Halloween, ça ramène effectivement la vie des morts vivants entre autres, puisque c'est très clairement posé, vous l'entendez de manière sonore. Il y a plein d'autres films, plein d'autres extraits posés ça et là qui apparaissent. Et effectivement, il y a des meurtres qui sont aussi assez référentiels. Donc tout ça fonctionne très très bien. Et puis Art le Clown en tant que tel a quelque chose d'une sorte d'hybridation, si je puis dire, entre Michael Myers, Jason Voorhees, effectivement Pennywise. Il y a plein de choses, c'est un agrégat de plein de choses. Mais il y a une vraie personnalité derrière tout ça. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose d'assez unique, qui fonctionne très très bien et qui est encore une fois extrêmement attachant. Et puis, sans spoiler, mais juste pour poser ce petit élément là, il y a une ouverture diégétique à terme qui est intéressante aussi, alors qui ramène énormément, je trouve, à Toby Hooper, puisque toute la fin c'est un huis clos, pour rester vraiment très très flou là-dessus, mais un huis clos dans une maison, une funhouse, donc une maison de l'horreur, dans un parc d'attractions abandonné. Et il y a ce truc là qui ramène vraiment, on se retrouve à la fin de Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, où il y a ce truc là où on ouvre sur quelque chose d'autre, là, cette étrange porte qui est ouverte dans le sol avec plein de petites ampoules autour rouges qui ramènent justement à ces ouvertures à l'intérieur en fait des maisons de foire pour le coup, mais qui est dans le sol et qui amène vers quelque chose d'autre, vers un autre univers, vers une autre dimension un peu étrange, et je trouve ça hyper chouette et hyper intéressant. Donc il y a ce référentiel à Hooper qu'on retrouve beaucoup, si vous voulez. Il y a quelque chose chez Rob Zombie, parce que Massacre à la tronçonneuse 2 était une inspiration très importante de Rob Zombie, notamment pour la Maison des Mille Morts, et je trouve qu'il y a effectivement la même chose qu'on trouve dans la Maison des Mille Morts, cette ouverture fantastique beaucoup plus manifeste à la fin. Donc Terrifier 2, c'est du tout bon, c'est un vrai plaisir d'Halloween. Encore une fois, allez-y, bien sûr, il faut avoir le cœur quand même bien accroché parce que c'est bien crado et c'est bien foutu. Et ça laisse augurer du meilleur pour une potentielle suite, parce que je pense qu'il y en aura une, vu le succès du film actuellement aux États-Unis, relativement à ce qu'il est, en fait, encore une fois, un tout petit film. Je pense qu'il y a quelque chose, et il y a encore, je pense que c'est un réalisateur Damien Leone qui progresse au fur et à mesure, donc moi, vraiment, je ne désespère pas de voir un troisième opus qui serait encore un cran dessus en termes de mise en scène. Je pense qu'en termes de gore à proprement parler, voilà, il n'y a plus à faire ses preuves vraiment. Mais je pense qu'il peut avoir un gap supplémentaire de passer dans le prochain opus qui j'espère arrivera très bientôt. Donc voilà, il y a une vraie unité, il y a une vraie envie de faire quelque chose et de poser vraiment un petit univers très humble, ambitieux mais jamais prétentieux. Il y a un vrai savoir-faire, et donc Terrifier 2, encore une fois, c'est un grand plaisir. Je vous conseille très très fortement de les découvrir. Je vous fais des gros bisous, c'était assez court, mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est Halloween et j'ai envie de parler d'un petit film d'Halloween. Je vous dis à très bientôt, salut!